Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à l'émission. Notre invitée du week-end est journaliste, animatrice, photographe, auteure. Elle a plein de talents. Elle a été révélée par une émission dont on parle énormément en ce moment avec la série culte. Bonjour Kenza Brega. Bonjour. Alors Kenza, tu es née en Irak, tu as passé une partie de ta jeunesse dans ce pays, mais tu vas être obligée de le quitter en pleine guerre du Golfe. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile à vivre pour toi? Ah bah oui, évidemment, j'étais une adolescente, j'avais 14 ans, quitter son pays d'enfance dans des circonstances de guerre, sachant que j'avais déjà vécu la guerre Iran-Irak, Oui, et j'ai aussi vécu donc la guerre du Golfe qui, elle, a fait éclater notre famille, puisque à ce moment-là, ma mère et mon père ont décidé en fait justement de notre départ. C'est-à-dire que mon père, en tant que Irakien, ressortissant irakien, bah lui, il restait en Irak parce qu'il ne pouvait pas sortir du territoire. eh oui, oui. Et ma mère, avec moi et mes deux petites sœurs, en fait, elle nous a pris avec elle pour sortir du territoire dans des conditions très particulières, dangereuses également, puisqu'on a traversé les frontières. Et puis, pour être prise en charge finalement en arrivant en Turquie par l'ambassade de France, qui eux nous ont rapatriés en France, puisque ma mère est franco-algérienne. Ah oui. Voilà. Et Voilà, donc je suis arrivée dans des circonstances très particulières, oui, effectivement. donc tu vas apprendre le français, tu vas faire des études et après le bac, je crois que tu as eu envie de faire du micro comme moi aujourd'hui. Oui, bah écoute, j'ai commencé à grandir, donc j'ai eu des loisirs qui m'ont attirée plus que d'autres. Et effectivement, moi je fais partie de la génération de gens qui ont grandi avec les émissions comme Super Nana, Doc Eddie Ah oui, Cool, oui, oui. tu vois, les Maurice Radio Libre. Donc moi, j'ai été fan de Hmm. de tous ces gens qui parlaient dans nos oreilles, la nuit très tard d'ailleurs, et donc je passais mes nuits à écouter ces gens qui me fascinaient. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, waouh, c'est magique de parler dans un micro. Et j'ai eu envie un jour d'en faire mon métier, et donc j'ai commencé par faire de la radio avant que je puisse donc rentrer dans le loft Oui. en étant donc bénévole. Donc j'ai travaillé sur pas mal de radios Beurre FM, non? associatives. Oui, j'ai travaillé sur Beurre FM, j'ai travaillé aussi sur Anguin, Radio Anguin, Ah oui, qui je existe connais. d'ailleurs Ouais. ouais, tout à fait. J'ai travaillé aussi sur les débuts d'Ado FM, D'accord. quand Ah la oui. radio était associative, avant qu'elle soit rachetée. Et donc voilà, je me suis fait la main comme ça, je faisais des émissions de nuit, je faisais aussi beaucoup le standard, et puis un jour, je me suis dit, waouh, si je pouvais en faire mon métier. Bon, d'ailleurs, on se parle entre passionnés. Quand on aime le micro, Oui, c'est ça sûr. prend rien. Oui, bien sûr. C'est Ouais. magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et donc, c'est vraiment une passion. Mais quand on a une passion, malheureusement, on peut pas toujours vivre de sa passion. Oui, oui. Et donc, donc en parallèle, je travaillais, j'étais commerciale. Et puis un jour, je suis tombée sur une annonce qui a changé ma vie. Et oui, parce que Voilà. là, ta vie bascule complètement, hein. Tu passes de l'anonymat à une notoriété très forte. Et alors, comment tu t'étais Oui. retrouvée le casting, ça a été facile pour toi d'être retenu? Bah, écoute, moi, au début, sincèrement, j'ai fait ça un peu en rigolant, en fait, avec beaucoup de second degré. Je pensais pas du tout être prise, en fait, dans ce programme, sachant que nous, les premiers, en fait, candidats, Oui. quand on a été casté, quand on a envoyé, en fait, notre candidature, en fait, on savait pas du tout ce que c'était, en fait. C'est-à-dire que tout le monde en Europe parlait de Big Brother, qui était donc la télé-réalité qui fonctionnait bien en Europe. Mais nous, en France, la télé-réalité n'était jamais arrivée. Donc, nous, on nous a pas dit que c'était de la télé-réalité, on nous a dit que c'était une émission où on encourageait en tout cas les jeunes à venir postuler parce que à la fin on pouvait gagner une grande somme d'argent et surtout trouver l'amour. Donc Oui. c'était plutôt une émission de dating, Une tu sorte de vois. tournée-manège, quoi. C'est exactement ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait vous finissez en couple et en même temps vous repartez avec une jolie somme Hmm. d'argent. Donc bon, voilà, on est arrivé là. En fait, on n'avait pas du tout ces envies de grandeur ni ces envies d'être connu en fait, parce que nous, c'était pas du tout notre but. Bien Et sûr. en fait, on a su exactement comment allait se dérouler l'émission et le concept de l'émission à peine une semaine avant de rentrer dans le loft, Et tu là, vois. tu hésites ou Donc, pas à ce moment-là? Ou tu bah, continues disons que à l'époque, je suis jeune, je suis un peu naïve. C'est ma première émission de télévision où je réussis un casting avec toutes les étapes éliminatoires, tu Hmm. vois, Bien sûr, oui, oui. qu'on me propose. Et en fait, on nous dit, mais vous vous rendez compte, vous passez de 80 000 à 13 candidats.
la production qui nous prend en main et qui nous chouchoute pour nous dire que, en gros, on nous met plein d'étoiles dans les yeux, on nous dit qu'on va être des stars, alors que nous, en fait, on sait pas ce que ça veut dire être des stars. Oui, mais bien sûr. en fait, c'est tellement, on nous entoure tellement avec des paillettes dans les yeux, on nous met tellement de promesses dans la tête qu'en fait, tu peux pas refuser, parce qu'en fait, on te dit qu'on va prendre en charge ton quotidien, on va prendre en charge ton loyer, tes factures. En gros, ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Eh oui, bien tu sûr. vois Ouais. voilà. Ah, donc nous, on est des gamins, on se lance dans une aventure qui nous fait kiffer, qui nous excite. On nous met des maquilleurs à disposition, des fringues. On nous dit que ça va être une émission géniale et que. Mais nous, sauf que nous, on ne savait pas au moment même où on se préparait pour cette émission. Et même la prod, d'ailleurs, en démol, à l'époque, on a tous été dépassés par le phénomène. Tous. Ouais. Et elle a été géniale. Personne alors, ne savait comment l'aventure? ça allait. Est-ce qu'elle a été géniale avec le recul maintenant? Oui, bien sûr, sur le coup, c'était super d'être avec des gens que tu connaissais pas, que tu apprenais à connaître. Oui. Mais après, quand il y a eu les règles du jeu où tes copains à l'intérieur commençaient un peu à voter contre toi, Eh oui, c'est le concept, là, oui. ça commençait à être, disons que les vraies règles du jeu ont commencé un petit peu à semer un peu la zizanie entre nous, quoi. Donc ça a été, c'est là où le jeu a pris une vraie transformation. Il y a eu des clans. Eh oui. On commençait un peu à se prendre la tête et en fait c'était le but, c'est ce qu'ils voulaient. Oui, en fait. c'est ce qui faisait le piment de l'émission. Ouais. Et comment tu as vécu le tourbillon de la sortie? Parce que ça, je sais que ça a été pour toi quelque chose d'assez violent, non? Ah bah ça a été violent pour tous les candidats, Oui. mais moi particulièrement ma sortie elle a été violente. J'ai été quand même, j'ai été malmenée quoi à ma sortie, donc ça a été hyper compliqué. Tu sais, moi je faisais partie des candidates qu'on aimait ou qu'on détestait parce que j'avais une grande gueule, je disais clairement ce que je pensais. Ouais. Donc tu sais, en général les grandes gueules, c'est soit on les adore, soit on les déteste. Mais c'est ça, c'est ça. Donc ceux qui m'ont aimé, ils m'ont aimé vraiment avec beaucoup de sincérité et parfois de la folie. Et puis en fait ceux qui m'ont détesté, en fait ils m'ont vraiment détesté dans le côté suprême, hein, tu vois, du truc, dans le côté extrême. Donc en fait, les réactions des gens dans la rue ou les réactions des gens quand ils t'envoyaient des courriers, c'était toujours très exacerbé en fait. Quand on t'aimait à fond, mais quand on te détestait, on allait jusqu'à te souhaiter la mort, quoi. Tu vois ? C'est très très violent, oui. Donc, pour le coup, donc c'est quand t'es pas préparé à ça, quand tu sais pas ce que c'est que la notoriété, quand tu sais pas ce que c'est qu'être reconnu dans la rue et être reconnu par tout le monde. Écoute, nous on a fait des pics à je sais pas combien de millions de téléspectateurs. C'était incroyable, donc, incroyable. Ouais. Donc je veux dire, il y a pas une journée où on sortait de chez nous où on n'était pas reconnu, tu vois. Donc c'était à la fois perturbant, mais à la fois c'était flatteur. Mais en même temps, tu te posais la question, on se posait la question, mais en fait, mais pourquoi est-ce que les gens nous adulent autant? Parce que, à mon avis, ils se sont reconnus en nous, ils nous ont aimés avec nos personnages. Mais en fait, nous, on était mal à l'aise parce que notre notoriété, elle était basée sur rien, en fait. Eh oui. Donc, donc ce qui a été compliqué après, et pour être totalement honnête, l'aventure en elle-même, ce qui s'est passé après, c'était super. Mais en fait, le soufflet, il a dégonflé très très vite. Et en fait, dès que le Loft 2 est arrivé, nous, en fait, les premiers, c'est pas qu'on a été oubliés, mais en fait, il fallait qu'on passe à autre chose et qu'on réfléchisse à la suite des événements, en fait. C'est ça qui a été compliqué. Voilà. Tu as gardé des liens avec tes anciens colocataires? Oui, d'ailleurs, on a même un groupe Facebook qu'on a depuis, on a un groupe, WhatsApp. Ah oui, d'accord. Qu'on a depuis des années, donc on se parle parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement où on nous contacte pour un truc, en fait, on se parle toujours. On est toujours très très proches. Alors après, il y a des candidats qui ont complètement coupé les liens avec nous. Oui, Loana, on imagine. Oui. Oui, Loana, Laure Delatte. Oui. Il y a aussi, tu sais, comment il s'appelle, Christophe, qui était aussi parmi les premiers, qui avait des lunettes, tu sais, le jeune jeune intello, voilà. Et en fait, la majorité d'entre nous sont restés quand même en contact. Donc, on se suit les uns les autres, on essaie de savoir un petit peu où ils en sont, quoi. Voilà. Et alors, est-ce que tu as regardé Culte et est-ce que tu en as pensé, si c'est le cas? Oui, j'ai regardé Culte parce qu'en fait, évidemment, les gens m'ont accaparé un peu sur mon Facebook en me disant, alors Kenza, qu'est-ce que tu penses de... J'aurais dit, écoutez, j'ai pas encore regardé, donc à force qu'on me demande, j'ai été regarder, évidemment. Alors, moi, je suis très contente d'être totalement transparente en fait dans cette série parce que je voulais pas du tout réapparaître et me rajouter une couche alors que ça fait 20 ans
que je travaille pour faire autre chose. Bien sûr, oui. Mais effectivement, j'ai plus trouvé que la série tournait autour d'une biopic autour d'Alexia Laroche-Joubert, en fait. Oui, Et non c'est pas ça, vraiment c'est exactement ça. Oui. tu vois. Ouais. Donc bon, je pense que c'est surtout le projet d'Alexia Laroche-Joubert et non pas le projet du Loft en lui-même, quoi. Voilà. Même s'ils reprennent une scène culte à l'intérieur. Oui. Mais voilà. Mais clairement, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas, en tout cas, demandé aux protagonistes, tu vois, nous, les candidats. Limite, tu sais quoi, ce que j'aurais trouvé génial et qui aurait pu peut-être un peu susciter la curiosité des téléspectateurs, c'est que en fait, nous, on apparaît limite en second rôle, ou tu vois, dans le rôle du facteur, ou dans le rôle, tu vois, de la secrétaire. En fait, qu'on nous voit à l'écran sans nous voir. Tu vois, c'est ça qui aurait pu être génial. Ouais, tout à fait. Mais en fait, comme la série a tellement été tournée autour et construite autour de ce qu'est Alexia Laroche-Joubert, pour qu'elle fasse évidemment pour celle encore qui, grâce à elle, tout est arrivé. Voilà, tu vois. Donc bon, on n'est pas, disons qu'entre nous, on en a parlé. Et évidemment, on est tous d'accord que ça reste l'histoire d'Alexia Laroche-Joubert et non pas culte, quoi, et non pas du Loft, quoi. Ouais, bien donc sûr. voilà. Et donc, à la sortie de l'émission, donc toi, logiquement, hein, tu es retourné vers la radio. Tu as fait beaucoup d'expériences. Hein, tu as officié sur plusieurs stations. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en termes d'expérience radiophonique ? Bah écoute, l'avantage en radio, c'est que quelle que soit la station pour laquelle tu travailles, en fait, tu vis différentes expériences. Alors par exemple, j'ai travaillé pendant 7 ans pour le groupe France Bleu, où j'ai été une animatrice volante, où j'allais en fait dans toute la France avec ma petite valise et dans toutes les locales de France Bleu pour essayer d'animer aussi et de remplacer en fait des collègues animateurs qui étaient absents. Donc ce qu'on appelait, il y a beaucoup de journalistes volants comme ça et d'animateurs volants chez Radio France. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Après j'en ai eu un peu marre parce que j'avais pas de vie de famille, j'avais pas de vie personnelle. Et puis j'avais envie de me stabiliser. Et puis finalement j'ai travaillé après pour Sud Radio avant que la radio soit rachetée par le groupe Fiducial. J'ai travaillé aussi sur une radio qui a été créée pendant un moment autour de la famille. Donc c'était plutôt bien. Voilà. Et puis ensuite, je me suis lancée en fait dans une nouvelle aventure radiophonique qui était plutôt, c'est une boîte de prod en fait qui est une start-up qui m'a contactée il y a 5 ans et qui eux ont monté des radios web digitales en fait autour de milieux professionnels divers et variés. Et donc j'ai découvert en fait le milieu du podcast qui commençait déjà à prendre énormément d'ampleur. Et en fait, maintenant, il n'y a pas une seule radio qui ne fait pas du podcast. Bien sûr, tout le monde, oui. Voilà, bien sûr, c'est devenu vraiment la tendance aujourd'hui. Donc, j'ai été productrice de podcast pendant 4 ans pour des sociétés, pour des institutions, pour des entrepreneurs. Donc, j'ai appris le métier aussi de la production de podcast. Et puis, j'ai continué mon métier d'animatrice jusqu'au moment où en 2000, attends que je réfléchisse un peu pour les dates, que je dise pas de bêtises, jusqu'à il y a 3 ans. Oui. Où je me suis dit qu'il était peut-être temps que je passe un peu à autre chose. Parce que j'avais fait le tour de la radio et que je me sentais plus du tout en phase avec les valeurs de ce métier. Je trouvais qu'en fait sur les radios nationales c'était toujours les mêmes qui tournaient et qu'ils prenaient toujours les mêmes et que c'était toujours les mêmes programmes et toujours les mêmes patrons, j'ai envie de te dire. Ah oui. Et je me suis dit voilà, et tu sais comment ça se passe, je vais pas t'apprendre le métier mais effectivement, en tout cas je te parle des radios parisiennes FM oui, que je connais moins pour le coup, mais bon, oui. Voilà. Mais effectivement, faire de la radio est devenu quelque chose de plus en plus difficile. C'est d'abord aussi un milieu très masculin, il faut quand même se le dire. Les femmes ont de plus en plus la possibilité de le faire, mais ça reste encore un milieu très, très masculin. Et puis finalement, je me suis dit que j'aimerais bien enseigner, parce que j'ai fait pas mal de média training pendant que j'étais productrice de podcast. Oui. Et donc j'ai passé un diplôme il y a 2 ans pour devenir coach. Et puis aujourd'hui, en fait, je fais du conseil et je fais du média training pour soit des entreprises, des entrepreneurs, ou même des PDG qui ont besoin justement de travailler là-dessus. D'accord. Voilà. Donc ça t'occupe une grande partie de ton temps. Ouais, ça veut dire que je suis plus dans le conseil, dans l'accompagnement aujourd'hui, en média training.
Mais évidemment, j'ai pas du tout abandonné mes envies d'écrire un livre puisque ça Et fait oui, dans l'écriture. t'en as eu plusieurs, t'en as écrit plusieurs. Voilà. Et là, j'ai envie d'en écrire un autre qui est en pleine écriture. Voilà, et qui va parler des relations hommes-femmes. Donc voilà, j'avais envie d'écrire un livre là-dessus. Un sujet qui te passionne. Ouais, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus, quoi. Surtout que l'évolution de l'amour avec Internet, tu vois, l'évolution aussi parfois positive et même parfois négative des relations entre les hommes et les femmes par rapport aussi à la libération de la femme, tu vois, de la parole de la femme. Je trouve quand même il y a le monde, en tout cas, où la communication entre les hommes et les femmes ont énormément changé. Ah oui, Certains parlent d'évolution. Moi, je dirais que parfois, on régresse, quoi, en fait. Donc voilà. Donc, j'avais envie de traiter un peu ce sujet là-dessus, quoi. Bah, tu viendras en tout cas, tu seras la bienvenue pour nous en reparler quand le livre sortira. C'était un échange très, très agréable. Merci beaucoup, Kaja Brega. Et à très vite. Merci beaucoup. Et merci aux éditeurs. À bientôt. Salut.